Madame l'expert. Madame la Présidente, Messieurs du tribunal, je m'appelle Manon Fillonneau et je suis déléguée générale du collectif national droits de l'homme Rome Europe, qui est une association qui a 40 membres en France, des associations nationales, des associations locales et des collectifs locaux qui œuvrent auprès des familles et des personnes vivant en bidonville, souvent roms. J'ai auparavant travaillé pour le European Roma Rights Center, le Centre européen pour les droits des Roms, ONG basée à Budapest, et ce qui m'a fait me déplacer dans beaucoup de bidonvilles en France, notamment en Île-de-France, mais aussi un peu sur le reste du territoire. J'ai rencontré des Roumains, des Bulgares, des Hongrois. Souvent, ils appartenaient à la minorité rome, parfois non. J'ai aussi rencontré des Français, des Indiens, des Algériens dans ces bidonvilles. Donc, on va commencer par quelques chiffres. Je vais parler donc du coup de tout ce qui relève de la vie familiale stable, le droit à une vie digne, la protection du domicile et l'accès au logement et à l'hébergement. En France, selon le recensement de la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement, il y aurait environ 500 campements illicites, qui est le terme utilisé par l'État pour désigner les bidonvilles. Comme il a été dit dans l'acte d'accusation, en 2014, ce sont plus de 13 000 personnes, selon un recensement de l'ERRC et de la Ligue des droits de l'homme, qui ont été expulsées de 138 lieux de vie différents, alors qu'en 2013, c'était plus de 21 000 personnes. Il faut bien imaginer que ces chiffres sont sûrement en deçà de la réalité et voilà, il y a sûrement plus de personnes qui ont été expulsées, mais parfois ce sont les mêmes personnes. Donc dans ces 21 000 personnes, souvent des personnes peuvent être expulsées plus de 2 fois dans la même année. Ces chiffres montrent que ce sont principalement en Île-de-France que les expulsions ont lieu, mais aussi dans des départements des régions comme Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais. Pour faire un point rapidement sur ces expulsions et la raison de ces expulsions, la grande majorité des expulsions sont prises sur décision de justice. Le juge ordonne l'expulsion avec ou sans délai pour partir, en se basant principalement dans la majorité des cas sur le droit de propriété des personnes qui occupent le terrain, le droit de propriété du propriétaire du terrain occupé. Mais de plus en plus, des décisions de justice commencent à arriver dans les juridictions françaises qui sont plus conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et qui mettent en balance ces questions de droit de propriété d'un côté et de l'autre côté le droit à mener une vie digne, une vie familiale normale, donc le respect de la vie privée familiale et du domicile. Donc la Cour européenne des droits de l'homme nous demande de faire justement un équilibre, un examen de proportionnalité entre ces deux droits en concurrence pour que ce ne soit pas forcément le droit de propriété qui prime devant les autres droits. Nous avons constaté aussi la prise de nombreux arrêtés municipaux qui sont du coup en dehors des procédures prises par les propriétaires d'expulsion et donc qui concernent des arrêtés de 48 heures, des arrêtés d'évacuation sous 48 heures pris par les maires sur des conditions de salubrité et de sécurité publique. En général, ces mêmes maires qui refusent l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité ou le ramassage des ordures et donc qui créent ces conditions sanitaires terribles. Les personnes ont en général très peu de temps pour faire un recours contre ces arrêtés municipaux et sont mises à la rue très très rapidement. En ce qui concerne les mises à la rue, l'accès à l'hébergement d'urgence, et je ne parle même pas du logement, l'accès à l'hébergement d'urgence pour les personnes qui subissent des expulsions concerne une minorité des personnes, une minorité du nombre des expulsions. Quand il y a des propositions d'hébergement d'urgence, elles concernent un petit groupe de personnes, souvent les femmes avec des enfants en très bas âge, mais des nourrissons, ou des personnes handicapées, et ce pour quelques nuits dans des hôtels sociaux qui peuvent être entre 10 et 50 km de leur lieu de résidence. Les expulsions ont des conséquences effectivement dramatiques sur les personnes. D'abord, il y a l'impact psychologique sur les enfants et l'impact physique aussi sur la santé. Et un expert de la santé pourra nous expliquer plus en détail. Bien sûr, l'expulsion a un impact sur les processus d'intégration et toutes les démarches qui sont mises en place
des ruptures de scolarisation, des ruptures de liens avec des employeurs, par exemple, pour des personnes qui sont en phase de recherche de travail ou qui travaillent. L'expulsion, bien sûr, a pour conséquence la perte de biens matériels, même si ce n'est pas grand-chose, un matelas. Parfois, si on arrive à avoir un peu d'électricité, ça peut être une télévision, voilà, des choses qui font que la baraque de bidonville est un foyer, est un vrai lieu de domicile. Et la dernière conséquence importante des expulsions, ça peut être aussi le harcèlement policier. Des familles sont suivies, parfois pendant des jours, parfois pendant des semaines, par les policiers pour éviter qu'ils se réinstallent soit sur la commune, soit sur les départements. Et les familles avec les enfants sont suivies pendant des jours entiers pour éviter la recréation d'un nouveau bidonville, ce qui de toute façon, la conséquence finale sera toujours la reconstitution, tant qu'il n'y aura pas de solution de relogement, la reconstitution d'un bidonville. Toutes ces expulsions ont aussi un coût pour la collectivité. Selon différents rapports, il a été chiffré à plus ou moins 300 000 € par expulsion. Argent qui du coup n'est pas utilisé autrement et donc pour la protection des personnes, mais qui est donc bien utilisé pour la destruction. En ce qui concerne le droit au logement, pour les personnes qui ont un droit au séjour sur le territoire, qui par exemple travaillent ou ont un titre de séjour, souvent leur droit au logement opposable n'est pas reconnu. Et ils sont pas considérés comme prioritaires parce que vivant dans un bidonville. Le DALO. Hein. Le DALO, exactement. Ils ne sont pas prioritaires car vivant dans un bidonville, donc pour cette procédure, on considère que le bidonville protège et donc est un lieu de vie plus ou moins digne dont il ne faudrait pas sortir en urgence. En ce qui concerne la domiciliation, rapidement, c'est la clé des possibilités d'intégration des personnes, puisque la domiciliation est ouverte normalement à toutes les personnes qui sont sans domicile pour pouvoir accéder à de nombreux droits civiques, civils et droits sociaux. Et ça permet l'inscription dans le droit commun, ça permet l'inscription à Pôle emploi, à la CAF, etc. Parfois, même si c'est illégal, des communes demandent une domiciliation sur la commune pour pouvoir scolariser les enfants, puisqu'il faut prouver d'un lien avec la commune pour scolariser. Et donc la domiciliation permet d'ouvrir énormément de portes, permet de remplir énormément de formulaires et de faire toutes les démarches nécessaires aux personnes et permet effectivement de recevoir du courrier. Les CCAS, donc Centres communaux d'action sociale, ont obligation de domicilier. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants des bidonvilles se sont confrontés à des refus de domiciliation, soit par des refus catégoriques basés sur leur supposée appartenance ethnique, ou en le faisant d'une façon un peu plus timorée, mais tout aussi compliquée pour les personnes, en fournissant une liste de pièces, une facture EDF, etc. Donc pour des gens qui vivent en bidonville, c'est évidemment, qui ont besoin d'une domiciliation, c'est évidemment impossible. Donc le problème aujourd'hui, c'est que ces bidonvilles ne sont pas reconnus comme les domiciles de leurs habitants, ce qui n'est pas conforme avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui fait aussi que ces personnes, lors de la trêve hivernale ne s'applique pas aux baraques des bidonvilles, alors qu'elle s'applique aujourd'hui aux squats dans une certaine mesure. La trêve hivernale est aujourd'hui presque pas appliquée. C'est au bon vouloir des préfets qui peuvent décider d'octroyer le concours de la force publique ou pas pendant l'hiver, en plein milieu de l'hiver, quand il fait extrêmement froid. En ce qui concerne le raccordement au fluide et le ramassage des ordures, sur le raccordement au fluide, il est presque inexistant dans la majorité des bidonvilles où je me suis rendue et que je connais. Le ramassage des ordures arrive, il est souvent tardif. Les autorités se rendent compte qu'il y a un vrai enjeu à ramasser les ordures, puisque on peut premièrement, donc pour une question de dignité, ne pas laisser vivre les gens autour des ordures. Moi, si aujourd'hui on ne ramassait pas mes déchets, je vivrais moi-même dans un bidonville, c'est une évidence. Il y a aussi donc le ramassage des ordures se fait, mais il prend souvent du temps et il est souvent pas assez conséquent. En ce qui concerne l'eau,
Elle est pratiquement jamais, les bidonvilles sont jamais raccordés à l'eau, alors que l'article L210.1 du Code de l'environnement prévoit que l'usage de l'eau appartient à tous et à chaque personne physique. Et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables pour tous. Donc j'imagine que les personnes qui vivent dans des bidonvilles sont bien des personnes physiques, et donc elles devraient avoir droit à l'eau. L'article 624.2 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit cette sécurité, notamment pour lutter contre la maladie et la malnutrition, cet accès à l'eau potable pour tous les enfants. Donc aujourd'hui, en pratique, les personnes vont souvent chercher de l'eau dans des bornes à incendie quand c'est possible, dans des fontaines. Une ville comme Marseille, par exemple, a une seule fontaine publique sur tout le territoire de la ville. Les refus de raccordement à l'eau sont faits, en général, sont justifiés en disant je ne veux pas pérenniser ce bidonville dans ma commune, donc je ne vais pas leur donner d'accès à l'eau. Alors qu'un robinet n'empêche pas forcément une expulsion d'un point de vue juridique. Et souvent, l'argument technique de raccordement impossible est utilisé. Il en est de même pour l'accès à l'électricité qui, selon l'article L121 du Code de l'énergie, est un produit de première nécessité. En pratique, il n'y a jamais de raccordement à l'électricité, alors que d'un point de vue technique, il y a des possibilités, des raccordements forains, des raccordements comme dans les campings, il y a des possibilités pour avoir un raccordement provisoire. Donc les personnes en pratique utilisent souvent des générateurs pour avoir de l'électricité quelques heures par jour. Et se chauffent souvent avec des poêles à bois dans lesquelles elles mettent du bois quand c'est possible, mais aussi d'autres produits quand financièrement c'est plus possible de trouver du bois. Les personnes du coup sont parfois obligées de s'éclairer à la bougie, ce qui crée évidemment des facteurs, ce qui augmente les facteurs d'incendie. En 2013, selon le recensement de la Ligue des droits de l'homme et de l'ERRC, il y a eu 22 incendies. Et en 2014, 17 incendies. Ce mois dernier, déjà 3 enfants sont décédés à Montreuil, à Lille et dans les Yvelines suite à des incendies dans leur bidonville. Ils sont morts brûlés dans ces bidonvilles. Donc voilà, je conclurai ainsi. Et donc c'est une menace d'expulsion perpétuelle, d'après ce que vous avez pu vous-même réaliser. Quelles conséquences elles ont sur les enfants ? Alors les conséquences, elles sont très difficiles sur les enfants, puisque un rapport de l'ONU Habitat a montré que l'impact psychologique d'une expulsion donc pour l'enfant est similaire à l'impact psychologique qu'une guerre pourrait avoir pour des enfants qui vivent en situation de guerre. Souvent, les enseignants pourront nous en parler plus tard, mais disent que les enfants désapprennent très vite ce qu'ils ont pu apprendre à l'école. Des enfants qui peuvent être brillants en classe sont très perturbés. Beaucoup n'osent plus aller à l'école quand l'expulsion va venir, puisqu'ils ont peur de ne pas être là quand les bulldozers et la police va arriver. Donc les conséquences sont vraiment terribles. J'ai rencontré une mère qui me disait que dès que son enfant voit une personne en uniforme, il urine et très, très, très anxieux. Donc les conséquences sur les enfants et même dans leur rapport à la police, leur confiance par rapport aux autorités est très altérée à cause de ces expulsions et de l'arrivée de la police en général à 6h du matin, pas vraiment en douceur. Et est-ce qu'il arrive, après ces expulsions, que dans le cadre de la mise à l'abri ou autre, des familles soient séparées ? Effectivement. Souvent, il arrive que des familles soient séparées, c'est-à-dire que la femme et l'enfant en bas âge sont hébergés. L'homme est soit hébergé, soit justement pas hébergé, mais donc du coup dans des hôtels séparés. Il existe des foyers aussi qui sont réservés uniquement aux femmes et aux enfants. Donc les cellules familiales sont parfois éclatées, que ça soit géographiquement ou tout simplement éclatées dans 2 hôtels différents de la même commune. Et ça a des conséquences terribles sur la vie familiale. Et quand les familles vont en hôtel, elles peuvent être donc dispersées, mais combien de temps elles restent dans un hôtel ? Est-ce qu'elles sont ensuite dans une errance perpétuelle à chercher un hôtel ? Et est-ce que parfois les enfants sont impliqués eux-mêmes dans la recherche de cet hôtel parce qu'ils manient plus aisément la langue française ?
Et oui, exactement. Et il se trouve que les personnes sont logées donc à l'hôtel social via le 115 et doivent répéter des appels parfois tous les jours, parfois toutes les semaines pour pouvoir être sûr d'avoir un hébergement, puisque certains hôteliers, par exemple, prévoient d'avoir des personnes du 115 du lundi au jeudi, mais le week-end préfèrent avoir des touristes. Donc les personnes sont amenées à bouger. En termes de territoire, doivent se déplacer énormément et doivent passer des heures et des heures et des heures au téléphone avec le 115, d'abord pour qu'ils décrochent, puis ensuite pour pouvoir parler à quelqu'un. Et c'est très très lourd. Parfois, il y a des traducteurs roumanophones au 115, mais dans la majorité des cas, effectivement, ça peut être les enfants qui parlent parfois mieux le français, qui doivent être ce lien avec le 115, et c'est extrêmement lourd. Ces hôtels, d'ailleurs, ne sont absolument pas adaptés pour recevoir des familles. Dans la majorité des cas, ils ne peuvent pas cuisiner sur place. Donc, à part si on leur donne des tickets restaurants, je ne vois pas comment ils peuvent envisager d'avoir une vie normale sans pouvoir cuisiner dans l'hôtel. Et donc, la vie à l'hôtel est extrêmement difficile et pas une vraie solution. Est-ce que vous avez connaissance d'expulsions qui vont intervenir dans les jours qui viennent sans qu'on ait recherché avec pertinence une solution de relogement ? Oui, alors j'aurais peur d'en oublier, mais il y en a beaucoup qui sont prévus pour cet été, énormément. Il y a eu quelques décisions de justice récemment qui avaient justement prévu d'attendre la fin de l'année scolaire avant l'expulsion, mais bien sûr il y a une autre année scolaire qui reprend l'année prochaine et ça n'a pas été pris en compte. Donc il y a des expulsions prévues à Ivry-sur-Seine avec des personnes qui ne seront pas relogées, des expulsions prévues à Saint-Denis aussi, et sur beaucoup d'autres territoires. Je peux pas tous les citer parce que cet été, comme tous les étés, notamment depuis l'été 2010, mais même avant, va être fort en expulsion et en personnes remises à la rue. Donc on va avoir un été avec une montée en puissance des expulsions. On est déjà à environ 5000 personnes expulsées depuis le début de l'année 2015 selon les chiffres de la Ligue des droits de l'homme, et donc on peut s'attendre à une année effectivement où énormément de personnes vont subir des expulsions. Vous avez des questions ? Question, Madame la Présidente. Oui, Madame le Président. Madame l'expert, j'ai une question au sujet des évacuations de terrain. Vous avez cité des décisions de justice basées sur le droit à la propriété et des arrêtés municipaux basés sur l'insalubrité. C'est des raisons légitimes d'emblée. Est-ce que vous voulez dire que ce sont des prétextes pour une discrimination ? Parce que l'État est accusé de discrimination aujourd'hui. Est-ce que c'est des prétextes pour une discrimination basée sur la race, l'ethnie ou la couleur de peau? Et si c'est le cas, comment le savez-vous? Il y a eu des déclarations, notamment puisqu'on est sur son territoire, du préfet de Seine-Saint-Denis, disant qu'il avait pour objectif d'expulser un campement rom par semaine. C'était l'année dernière, il me semble. Donc, à partir du moment où le campement est désigné comme rom, on sent qu'effectivement, l'attention se fait principalement sur le fait que ce ne sont pas juste des habitants de bidonvilles qui sont en problème de précarité liée au logement, mais ce sont des roms et qu'il faut faire disparaître, en tout cas de la vue de tous. D'ailleurs, dans le cadre de la COP 21 qui va avoir lieu en décembre à Paris, entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle, avec un arrêt au Bourget, l'État s'était engagé à nettoyer les abords pour que les personnes qui arrivent en RER ou par l'autoroute ne voient pas justement ces déchets, mais aussi ces bidonvilles et les personnes qui y vivent. Et évidemment, ce sont principalement les Roms qui sont ciblés. Donc, vous pensez que c'est parce qu'il y a une inertie et une volonté de ne pas appliquer tous les droits à ces personnes que l'on aboutit à ces décisions radicales? Tout à fait. Mais on constate quand même qu'à Calais ou à Paris, sous les ponts de métro, il y a aussi des expulsions de bidonvilles. D'ailleurs, les procédures, par exemple, prévues par la circulaire du 26 août 2012 ne sont absolument pas appliquées. Les diagnostics sociaux prévus, donc finalement, cette circulaire, elle ne porte pas le nom comme en 2010, mais elle désigne bien les bidonvilles où vivent principalement des Roms. Mais les habitants demandeurs d'asile et migrants à Calais subissent eux aussi des expulsions, peut-être moins souvent, mais tout aussi violentes et sans solution de relogement. D'autres questions? Non, merci.
les parties civiles. Oui, simplement, vous nous dites que les enfants subissent des traumatismes psychologiques forts en raison de ces expulsions. Mais nous sommes un tribunal de l'opinion ici, devant un tribunal de l'opinion. Pouvez-vous nous dire comment, localement, réagit l'opinion à l'égard de ces enfants, soit quand ils tentent d'aller à l'école ou autre, ou quand ils sont expulsés et qu'ils subissent cette expulsion? Finalement, il me semble que l'opinion a très peu conscience qu'on parle dans les bidonvilles d'un tiers d'enfants. Et ce rejet vraiment des Roms, et finalement, les gens oublient qu'en fait, ils rejettent en même temps un tiers de ce groupe-là sont des enfants. Il y a vraiment des réactions un peu ambivalentes. On parle beaucoup des riverains qui se mobilisent, qui manifestent. On parle de maires qui déverseraient de la boue devant un bidonville pour faire partir ces personnes. Mais on parle peu des collectifs locaux qui sont très mobilisés, des associations, des bénévoles qui se créent en collectif pour apporter un soutien, qui passent des heures, des journées entières sur les bidonvilles pour l'inscription à l'école, etc. Il y a des enseignants qui se mobilisent et des parents d'élèves aussi. Donc c'est vraiment très ambivalent. Il y a vraiment des deux. Il y a un rejet très très fort avec des manifestations souvent menées par des leaders politiques, des manifestations de riverains. Il y a effectivement un rejet très fort, mais il y a aussi un élan de solidarité qu'on ne salue pas assez. Est-ce que dans ces manifestations dont vous parlez, le problème des enfants est pris en compte par ceux qui manifestent? Très peu. Alors, j'y participe pas souvent à ces manifestations moi-même, mais effectivement, non, ils sont dans un rejet basique de l'autre, du Rome avec tous les préjugés qu'il y aurait autour. Mais effectivement, la thématique de l'enfance n'est pas du tout prise en compte. Et après, il y a aussi des parents qui dans des écoles, protestent contre le fait qu'il y ait trop de Roms dans cette école. C'était notamment le cas à Bobigny, avec une directrice d'école qui avait décidé de scolariser tous les enfants sur son territoire, notamment les enfants du bidonville d'à côté. Et des parents avaient effectivement protesté en disant c'est l'école des Roms maintenant. Ils ne représentaient bien sûr pas une majorité. Merci. Monsieur le procureur. Oui, le 17 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt très important, l'arrêt Winsterstein, qui a condamné la France pour violation de l'article 8, suite à l'expulsion sans relogement adéquat de plusieurs dizaines de familles à Herblay dans le Val d'Oise. Est-ce que vous avez constaté depuis lors, ça fait maintenant, cet arrêt date maintenant de presque plus de 18 mois, avez-vous constaté que cet arrêt ait reçu un début d'application par les autorités françaises? Par les autorités, absolument pas. Par contre, on voit petit à petit, comme vous le disiez, quelques magistrats qui commencent à prendre cette jurisprudence Winterstein dans ces décisions de justice. C'est encore très lent, mais aujourd'hui, cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme parle justement des baraques comme des domiciles, en tout cas qui parle du lieu de vie comme le lieu de domicile des personnes. Ce lieu de vie comme domicile n'est pas aujourd'hui pris en compte, et donc l'application de cet arrêt est encore très lent. Et nous espérons avoir un autre arrêt qui condamne l'État français dans les mois à venir, soutenu par le RRC avec des interventions du Défenseur des droits et de la Ligue des droits de l'homme, avec un nouvel arrêt qui concerne cette fois-ci, puisque l'autre arrêt concernait des gens du voyage, cet arrêt concernerait des Roms roumains. La défense. Oui, simplement, Madame l'expert, une question. Vous confirmez la diminution du nombre de personnes expulsées entre les années 2013 et 2014? Vous confirmez? Alors ces chiffres représentent quand même 80% des personnes qui vivent en bidonville auraient subi une expulsion. Et aujourd'hui, l'expulsion devient tellement banale que beaucoup d'expulsions ne sont finalement pas dans ce recensement qui est fait des remontées que les associations peuvent avoir du terrain, des associations de terrain, et aussi de ce qui se dit dans les médias. Mais aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, il y a des expulsions tous les mois, et on n'en parle plus, puisque finalement, ça devient très banal. Les gens sont à la rue, ou les gens sont partis quelques jours avant parce que menacés d'expulsion, et finalement, il n'y a plus rien à voir, plus rien à filmer. Et le bidonville recommence ailleurs. En fait, il n'y a aucune statistique en la matière. Il n'y a pas de statistique officielle pour l'instant.
Bah quand même, et vous avez cité tout à l'heure des chiffres, ou alors j'ai mal compris. Oui. Mais C'est les des chiffres issus des associations qui font un études. travail de recensement Voilà. basé sur les médias. Le travail et- de recensement tel qu'il est à notre disposition aujourd'hui confirme la baisse du nombre de personnes expulsées. Ce qui représente 80% des gens qui vivent en bidonville. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais, maître, est-ce que l'État s'est lui-même préoccupé de savoir le nombre de personnes qu'il expulse, le coût, enfin, est-ce qu'il y a des études officielles sur ces questions-là? L'État se préoccupe de la prise en charge du coût immense de ces expulsions qu'il se voit contraint de faire pour respecter les décisions de justice. En effet, les chiffres qui ont été donnés sur le coût des expulsions, environ 300 000 euros, est une fourchette relativement basse de ce coût, de ces dépenses que l'État et les collectivités sont obligés d'avancer pour faire respecter les décisions de justice. Est-ce que l'État pense que les décisions de justice doivent s'exécuter au mépris des droits fondamentaux des personnes? Il en va de la défense de l'état de droit. À partir du moment où le juge garant des libertés a rendu des décisions, il semble qu'il faut, à un moment, une fois que les délais de recours sont passés, que les parties ont pu faire valoir leurs droits, que le juge garant des libertés a tranché. Il en va effectivement du respect fondamental des décisions de justice. Et l'arrêt Cofinco de la Cour européenne des droits de l'homme qui a essayé de aussi trouver une proportionnalité au moment d'exécution. Qu'en pense l'État? Alors, depuis effectivement, ce que n'a pas indiqué Madame l'expert, depuis l'arrêt Winterstein et depuis aussi forcément l'avancée de tous les intervenants dans cette question des expulsions, on observe qu'au moment des évacuations sont maintenant présents, et ça n'était pas le cas il y a encore 4-5 ans, sont présents le jour de l'expulsion tous les services de la commune, du département. Un bus vient pour emmener les familles vers leur lieu d'hébergement et évidemment un diagnostic a été effectué pour répondre aux besoins de ces familles du mieux que cela a pu se faire dans l'urgence parce que effectivement les moyens restent aujourd'hui extrêmement limités.